Grosse frayeur tout à l'heure sur le vol Bologne-Paris. L'avion a été détourné sur Lyon par un pirate de l'air se réclamant de Ben Laden. Fausse alerte, l'homme n'était armé que d'une télécommande de télévision. Il s'agit en fait d'un déséquilibré. Il a été neutralisé dans le calme. Les premières inspections de l'ONU en Irak, elles se sont déroulées sans accroc. Les experts ont eu un accès immédiat et général à 2 sites considérés comme sensibles. Ils ont affiché leur satisfaction. La Turquie, un mois après l'alternance, l'homme fort du nouveau pouvoir d'inspiration islamiste est en visite à Paris. Quel est le bilan de ces premières semaines? La Turquie doit-elle intégrer l'Europe? Recep Erdogan est notre invité ce soir. La réaction du gouvernement aux derniers incidents à l'école. Xavier Darcos annonce un plan sans précédent, l'installation de clôtures, de caméras vidéo et de portails électroniques dans les établissements les plus sensibles. Il faut sanctuariser l'école, dit-il. Faut-il rendre le vote obligatoire comme en Belgique ou en Grèce? La proposition de Laurent Fabius pour remédier à une abstention toujours plus forte agite la classe politique. Les avis sont partagés. Enfin, l'espace n'est plus ce qu'il était. Réunion au sommet à Toulouse pour lutter contre la pollution des zones orbitales. 9000 débris de satellites menacent désormais les sorties dans l'espace. L'actualité du jour, c'est donc pour commencer les premières inspections des experts en désarmement en Irak. 2 usines visitées aujourd'hui, bilan encourageant, c'est un bon démarrage, a déclaré l'un des inspecteurs, satisfait de la coopération des autorités irakiennes. Envoyés spéciaux Bertrand Coq, Philippe Jasselin. Ils avaient souhaité travailler dans la discrétion, loin de la pression médiatique. Eh bien, c'est raté. Pour leur première sortie, les inspecteurs de l'ONU étaient condamnés à passer à la télé. 8h30, c'est la course. Des dizaines de voitures de journalistes se lancent à la poursuite de l'équipe de l'AIEA, l'agence de l'énergie atomique. Elle est conduite par le français Jacques Botte, un vétéran des missions en Irak. Un portail blanc qui s'ouvre au premier coup de klaxon, l'assaut brutal et désordonné d'une quarantaine de caméras. C'est à 20 km au nord de Bagdad, une ancienne prison de femmes transformée en atelier de maintenance. Un site déjà visité par l'ONU avant 1998. Les inspecteurs vont y passer 3 heures, prendre des photos, effectuer des prélèvements, avant de quitter les lieux sans faire de commentaires. Après leur départ, les Irakiens, toujours sur la ligne « Nous n'avons rien à cacher », autorisent quelques journalistes à visiter l'usine. Dans les ateliers, des ouvriers au travail, occupés, selon les Irakiens, à l'entretien de pièces de moteur destinées à des cimenteries. Transparence, coopération, tels sont les mots d'ordre. Et monsieur le directeur nous reçoit comme il a reçu les inspecteurs. Ils ont tout vu, nous dit-il. Et je peux vous assurer qu'ici, il n'y a absolument rien d'illicite. En réalité, les inspecteurs voulaient vérifier que ces équipements n'avaient pas été détournés de leur usage civil à des fins militaires. Aujourd'hui, on a accumulé des éléments qui nous permettront de réfléchir sur la possibilité d'existence d'un programme suspect. Mais ce n'est pas à l'issue d'une inspection telle que celle-ci que l'on va tirer des conclusions dans ce domaine. Bref, première journée sans incident que les Irakiens pourront exploiter à leur avantage. Demain, on prend les mêmes et on y retourne. Mais chacun sent bien que les choses sérieuses n'ont pas vraiment commencé. Bertrand Coq, qu'on retrouve en direct à Bagdad. Bonsoir Bertrand. La nouveauté, c'est que les Irakiens laissent donc la presse suivre ces inspections. Oui, c'est ça. La grande nouveauté par rapport à avant 1998, c'est qu'aujourd'hui, les Irakiens affirment n'avoir rien à cacher. Alors ce matin, c'était le cirque, croyez-moi, mais cette meute de journalistes que vous avez vue accrochée au basque des inspecteurs de l'ONU, eh bien ce sont les Irakiens qui l'ont organisée, car ils comptent sur nous, les représentants de la presse internationale, pour les aider à prouver ce qu'ils ne cessent d'affirmer depuis qu'ils ont accepté le retour des inspecteurs, à savoir qu'ils ne disposent plus d'armes de destruction massive, que leur arsenal a été démantelé avant 1998 et qu'ils n'ont rien fait depuis pour le reconstituer. Cela dit, les inspections de ce matin étaient largement symboliques et on a hâte de voir si cette volonté de transparence subsistera le jour où il s'agira d'aller inspecter une des casernes de la garde républicaine ou un des palais de Saddam Hussein. Merci Bertrand. Cette fausse alerte, donc, quelques instants de panique, mais un dénouement sans encombre pour les 74 passagers et membres d'équipage du vol Bologne-Paris détourné sur Lyon. On a cru à un nouvel acte terroriste. Il s'agissait en fait d'un déséquilibré armé d'une seule télécommande. À Lyon, on retrouve tout de suite Virginie Fichet, Thierry Monnier et Philippe Évêque. À 15h22, le vol Bologne-Paris de la compagnie Alitalia s'est arrêté à Lyon. À bord, 67 passagers et 7 membres d'équipage.
Peu après le décollage, un homme seul menace de faire sauter l'avion et exige du commandant de bord qu'il se pose. Ensuite, les événements se précipitent. Rapidement, une trentaine de passagers, des femmes et des enfants, sortent de l'appareil. L'équipage les rejoint bientôt, suivi du pirate de l'air. Il est descendu par la passerelle avec les mains croisées sur le ventre et un boîtier dans ses mains. Et arrivé sur le tarmac, il a été immédiatement interpellé par les gendarmes de la gendarmerie de l'air. Le comité d'accueil est rapide et efficace. L'homme est désarmé, le boîtier censé commander une bombe à distance ne serait en fait qu'une vulgaire télécommande inoffensive. Sur les échanges à l'intérieur de l'appareil, le personnel de bord reste pour l'instant discret. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé? Non, non c'est bon. Est-ce que vous avez eu très peur? Quant aux motivations de l'auteur du détournement, elles aussi restent très floues. Est-ce qu'il a parlé de revendications? À ma connaissance, non. Il souhaitait la présence de journalistes avec des caméras. Et entre-temps, donc, il a laissé débarquer les passagers. Une démarche qui laisse les autorités perplexes sur de réelles motivations terroristes du pirate. Il semble qu'on soit dans le cadre de quelqu'un qui, au contraire, a décidé d'attirer l'attention sur lui, mais il ne s'agit probablement pas d'un terroriste. Est-ce qu'il menaçait réellement les passagers ou l'équipage? Écoutez, j'étais pas dans l'avion, toujours est-il que pour l'instant on n'a pas trouvé ni armes ni explosifs. Cet après-midi, de nombreux vols ont dû être annulés ou retardés. Ce soir, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry commence à peine à retrouver un peu de sérénité. Voilà, et on va retrouver tout de suite à l'aéroport de Satolas Benoît Gadret en direct. Alors que se passe-t-il à Lyon en ce moment, Benoît? Écoutez David, la première information, la plus importante, c'est que les passagers se porteraient plutôt bien d'après les dernières informations. Ils ont pu voir des psychologues à leur descente de l'avion. Ils semblent ne pas avoir été trop traumatisés. Ils sont donc 67. Ils sont actuellement entendus par les enquêteurs du SRPJ de Lyon. Des auditions dont longues dans la mesure où 46 de ces passagers sont italiens, 2 sont russes. Ils ne parlent donc pas le français. Il faut donc des interprètes. Et les 15 autres passagers étant eux français. Alors le pirate de l'air est lui également entendu en ce moment par les fonctionnaires de police du SRPJ de Lyon, fonctionnaires de police qui sont très nombreux ce soir ici à l'aéroport, compte tenu du nombre de témoins donc à interroger. Et puis dernière information, le plan pirataire qui avait été activé donc en début d'après-midi et qui avait déployé de très importants moyens de secours de pompiers de police, et bien ce plan a été levé vers 18 h. Merci Benoît. Et puis on a appris par ailleurs que Stefano Savorani, c'est son nom, celui du pirate de l'air entre guillemets, est un récidiviste. Il avait déjà détourné un avion il y a 3 ans. Stéphane Bretner. 2 mars 1999. L'Airbus d'Air France qui relie Marseille à Paris est détourné sur l'aéroport de Roissy. À l'intérieur, Stefano Savorani. En plein vol, l'ancien policier, comme cet après-midi, sort une télécommande en faisant croire qu'elle est reliée à une bombe. Sur le tarmac, les gendarmes encadrent l'appareil, les négociations commencent. Grâce à un téléphone portable, il joint un journaliste en se réclamant d'un mouvement religieux inconnu. Après 1 heure de pourparlers, le déséquilibré libère les 90 passagers, puis se rend comme aujourd'hui, sans résistance. Le pirate de l'air est écroué puis remis aux autorités italiennes qui le connaissaient déjà. 1 an plus tôt, en 98, Stefano Savorani fait parler de lui pour la première fois. Il tente sans succès de prendre le contrôle du train Rome-Milan en menaçant le conducteur d'un pistolet en plastique. Le détournement raté de ce soir risque donc d'être le dernier épisode de ce récidiviste du détournement. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette prise d'otage donc qui a tourné court. Rappelons-le, il s'agirait d'un déséquilibré. En bref, à propos de menaces terroristes bien réelles, celle-là, la France confirme qu'elle va collaborer avec les États-Unis sur le cas Zacarias Moussaoui. Le ministère de la Justice indique qu'il a obtenu la garantie que les informations transmises ne seront pas utilisées dans le but de prononcer ou d'exécuter la peine de mort. Les inondations, l'attention est focalisée ce soir encore et plus que jamais sur les digues et notamment celle de Saint-Gilles en Camargue. La brèche s'est agrandie, pas moyen de colmater pour le moment. Sur place, France Arvois, Pascal Ponce. Jean Barbier a quitté son mas avant-hier, mais ce matin, sa curiosité l'a mené jusqu'à la digue du Petit-Rhône. 15 mètres de large, 6 ou 7 de profondeur, la brèche a gagné pendant la nuit, sa colère aussi. Il était évident que ça s'arriverait ici. Vous vous y attendiez à ce qu'elle craque comme ces choses? Oui, ça fait des années qu'on s'y attend.
Dès l'aube, les 2 hélicoptères Puma entrent en action. Objectif, boucher la brèche avec ces sacs de sable d'une demi-tonne. Mais les arbres gênent l'approche, les sacs tombent de trop haut ou éclatent, le courant les emporte. 16h15, la préfecture du Gard suspend les opérations. On n'a pas franchement fait évoluer la situation, légèrement peut-être ralenti l'inondation. Donc à partir de là, on a préféré stopper les interventions pour être peut-être plus efficace sur d'autres mesures. On est condamné pour l'instant à contenir l'eau en fermant des routes, en évacuant la zone et en espérant que le Rhône va descendre le plus vite possible de manière à ce qu'on puisse aller réparer la brèche. Mais la décrue n'est pas attendue avant 3 jours. Le temps pour l'eau du Petit Rhône de s'étendre et de recouvrir lentement 3000 hectares de terres agricoles. Un peu plus loin, à Aramon, dans le Gard, le maire Jean Mailleux a demandé à ses administrés d'évacuer le village. Aramon a déjà été durement touché, 5 morts en septembre dernier. Et aujourd'hui encore, le niveau du Rhône a atteint la cote d'alerte prévue dans les plans d'évacuation. Enfin, la situation est de pire en pire en Italie. La banlieue de Milan a les pieds dans l'eau. La Lombardie est particulièrement éprouvée. On signale 14 000 habitants isolés dans la région de Bergame. Et 6 500 personnes au total ont été évacuées, dont 1 200 ici dans la région du Frioul. L'école est en danger, elle doit se protéger contre la violence. C'est l'appel solennel de Xavier Darcos, le ministre délégué à l'enseignement scolaire, après les récents incidents. D'où cette panoplie de mesures impressionnantes et sans précédent, clôture, caméras et portiques électroniques pour les établissements sensibles. Anne Guéry. Nouvelle parade à la violence venue de l'extérieur. Plusieurs caméras de surveillance réparties dans l'établissement. C'est ce dispositif que le ministre délégué à l'enseignement veut renforcer dans les zones sensibles. Deuxième mesure proposée par le gouvernement, la création de portails électroniques afin de détecter les armes blanches ou les armes à feu. Il faut que nous permettions à l'école d'être dans un espace séparé, un espace clos, sanctuarisé même, je n'ai pas peur du mot en ce qui me concerne, de sorte qu'un temps différent s'organise dans l'établissement avec ses règles, ses lois respectées. L'école sanctuarisée, autrement dit protégée contre l'extérieur par un arsenal technique. En parallèle, le ministre veut également que se poursuive la collaboration entre la police et les établissements. Ce système de vidéosurveillance et de sas de sécurité existe déjà dans certains établissements. Exemple, le lycée technique Georges Brassens à Villepinte, près de Paris, 660 élèves. Le bilan 1 an après, Nabila Tabouri, Jean-Yves Blanc. Au lycée Georges Brassens, c'est la sécurité d'abord. Pour y pénétrer, mieux vaut donc montrer patte blanche. Toi au cachat, oh là là. Alors gare aux gorilles ou plutôt surveillants qui filtrent systématiquement les entrées et sorties de l'établissement. Ils montrent son carnet de correspondance avec la photo et sinon ils rentrent chez eux le chercher. La mesure est radicale, mais ce n'est rien à côté du sas de sécurité installé en septembre dernier. Il se met en place. Une fois que les élèves sont rentrés, on referme cette porte-là. Il devient automatique. Donc cette porte coulisse. Et là, en fait, plus personne ne peut rentrer sans être vu par la loge et par un surveillant. En cas de problème, la gardienne qui contrôle l'accès grâce à une caméra peut appeler la police immédiatement. Oui, d'accord, vous pouvez entrer, hein. Vous poussez le portillon. 660 élèves et 9 caméras qui surveillent leurs moindres faits et gestes. Le Conseil régional Île-de-France n'a pas hésité à investir 42 000 € pour équiper cet établissement classé sensible. La présence dissuasive des caméras a peut-être permis de faire baisser les actes de violence, mais cela ne résout pas tout. On a appris à vivre avec, mais il faut être très vigilant à ne pas se reposer sur ces engins-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que les enseignants qui traversent les couloirs, que le personnel de surveillance de vie scolaire va se trouver démobilisé. Et je pense que les élèves ne seront pas assez bêtes pour se taper dans le lycée, ils se taperont plutôt dehors à la sortie. Ce n'est pas difficile. Bref, au lycée Georges Brassens, on privilégie le dialogue pour éviter le plus possible d'utiliser ces équipements ultramodernes. 2 réactions à ce plan, parmi d'autres, celle des parents d'élèves de la FCPE qui dénoncent, je cite, le choix de la répression. Même tonalité au Parti communiste où l'on parle, je cite, de surenchère sécuritaire. Alors, je cite encore que des milliers de postes de surveillants vont être supprimés. Parmi les agressions qui ont provoqué ces mesures, vous vous souvenez sans doute de cette jeune fille brûlée à l'acide au lycée Bergson à Paris pour l'histoire d'une calculette volée. Près de 2 mois après, elle n'a toujours pas repris les cours. Laetitia Legendre, Olivier Robert.
Depuis plus d'un mois, Ulfa cherche à oublier, à comprendre aussi pourquoi un autre élève l'a aspergé d'acide dans les toilettes de son lycée. Depuis, elle vit calfeutrée, le moindre geste lui coûte. Difficile de s'alimenter, de dormir. Pour elle, pas question pour le moment de reprendre les cours au lycée. Quand je vais y retourner, il y aura toujours l'angoisse, quoi. Voilà. Mais enfin, j'ai envie d'y retourner, mais je suis fatiguée et voilà. Enfin, je charge encore mes pansements et voilà, c'est pas encore guéri. Pourtant, quand nous l'avions rencontrée juste après son agression, Ulfa était souriante et avait apparemment surmonté cette épreuve. Depuis, un garçon de sa classe a été mis en examen. Ces dernières semaines, Ulfa, brûlée au 3e degré, à l'épaule et à la cheville droite, a sombré dans la déprime. Quand on me dit ça date d'un mois, pour moi c'est pas ça, quoi. C'est comme si c'était hier. J'avais mal au ventre, je mangeais pas, j'arrivais pas à manger, je vomissais. Et même l'eau, au bout d'un moment, avait du mal à passer. Quand je m'allongeais, j'avais du mal à respirer. La lycéenne qui doit passer son bac à la fin de l'année n'arrive plus à se concentrer sur les cours que ses amis lui apportent. Depuis peu, elle consulte donc un psychologue pour tenter de reprendre le dessus, mais il est encore trop tôt, dit-elle, pour retourner au lycée. Dernier élément à propos de ce plan gouvernemental, un détour par l'Angleterre où certaines de ces mesures se sont généralisées depuis une dizaine d'années déjà. Exemple dans ce collège à l'ouest de Londres, Laurent Boussier, Michael Barnes. Comme tous les responsables de ce collège de Cranford, Tommy Masters, le directeur adjoint, ne quitte jamais la radio qui le relie en permanence à la salle de contrôle de l'école. Nous sommes dans la banlieue ouest de Londres et ici, depuis 6 ans, les établissements scolaires ont investi massivement dans la sécurité des élèves et des bâtiments. Caméras de surveillance évidemment, mais aussi éclairage plus fort dès que la nuit tombe, système de protection des salles de classe, coopération avec la police et surtout un système de communication portable qui équipe tous les responsables de l'école. Il y a quelque temps, nous avons eu un problème juste à l'extérieur de l'école avec des personnes assez agressives. On s'est aperçu à cette occasion que nous ne pouvions pas nous prévenir aussi vite que nous l'aurions voulu. Nous n'avons pas pu réagir comme il le fallait. On a donc décidé d'acheter ce système de radio qui est aujourd'hui l'outil le plus efficace que nous ayons pour assurer la sécurité. À Cranford, le vandalisme et la délinquance baissent régulièrement. Dans cette autre école, ni vidéo ni radio, mais la présence quasi permanente de policiers. Enfin, pour lutter contre les gangs et leurs rackets, certains établissements badgent systématiquement tous leurs élèves. Autre annonce aujourd'hui, cette loi pour remettre à niveau le parc d'ascenseurs. Le projet a été adopté en Conseil des ministres. Il fait suite aux récents accidents. 3 dispositions principales. D'abord la remise à niveau des ascenseurs anciens, obligation de travaux, un contrôle technique, un diagnostic comme celui pratiqué sur les véhicules. Enfin un entretien régulier tous les 5 ans par un prestataire qualifié. Mesure estimée à 1 ou 2 milliards d'euros sur 15 ans, en partie, mais en partie seulement, à la charge des propriétaires. On estime que les ascenseurs français sont les plus nombreux, mais aussi les plus anciens d'Europe. Daniel Wolfrom, Marie-Pierre Cassignard. Soit une rue ordinaire dans un quartier ordinaire, d'une banlieue ordinaire, un immeuble comme les autres, avec ses ascenseurs plus ou moins brinque-ballants. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle un décalage de seuil, c'est-à-dire la cabine ne s'arrête pas exactement au niveau du palier, et donc c'est un risque de chute pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Et de fait, le parc des ascenseurs français est à la fois le plus important et le plus vétuste d'Europe. 60% des appareils ont plus de 20 ans, un âge plus qu'avancé pour tout ascenseur digne de ce nom. Résultat, 2000 accidents par an, une dizaine de cas mortels pour les usagers et les techniciens. Des affaires toujours impressionnantes, sans compter les 126 000 personnes bloquées chaque année à l'intérieur d'une cabine. C'est en panne, si c'est pas celui-là, c'est celui-là, et tous les 2 des fois, on monte avec les sacs. 5 étages, monsieur. Ça nous pose beaucoup de soucis. Alors très concrètement, là, sur cette machine, là, quel est votre premier diagnostic? Là, elle fait beaucoup de bruit Il y a déjà une histoire de bruit, une histoire de jeu de palier, de jeu de roulement. Ce qui fait que la machine prend du jeu, ça entraîne un mauvais confort en cabine. Et puis voilà, donc ces machines-là sont à remplacer, quoi.
Enfin, il faudrait que ça soit changé, ça c'est sûr. Mais il est sûr qu'un ascenseur qui a 30 ans et qui n'a pas été modernisé, il vieillit et à un certain moment, il faut changer. Oui, mais on nous a dit que c'était très cher. Et qui va payer le chantier de la modernisation? Réponse, les propriétaires individuels ou collectifs pour une somme d'environ 4 milliards d'euros sur 15 ans, 33 € par foyer et par an. C'est le prix de la sécurité. Direction Tours maintenant avec ce terrible fait divers, nous vous l'indiquions dès hier. La justice l'a confirmé, une collégienne de 15 ans et demi a été violée puis tuée dans un jardin ouvrier. Un avis de recherche est en cours de préparation. Sur place évidemment c'est la consternation. Christophe de Valambra, Alain Darigrand. Elles sont venues se recueillir, un hommage à Jennifer. Dans ce jardin ouvrier de Tours, leur ami, leur camarade de classe a été retrouvée morte hier après-midi. Le crâne fracassé, elle avait 15 ans. Ça lui arrive à elle, comme ça peut nous arriver à nous, ça aurait pu être n'importe qui. Elle peut le savoir, c'est important quoi, pour tout le monde. Elles veulent savoir pourquoi elle et pourquoi cette barbarie. L'autopsie de la jeune fille a révélé qu'elle avait été violée avant d'être tuée et abandonnée nue sur place. Le crime aurait eu lieu dans la soirée de lundi. Ce serait en rentrant chez elle dans ce quartier proche du jardin que Jennifer a été agressée. Ses voisins sont aujourd'hui sous le choc. Bon, c'est vrai que ça fait toujours mal parce que c'est une enfant qu'on connaissait bien, qu'on mettait personne dans le quartier, qui était mignonne. Et puis moi, c'est vrai que ça nous fait peur parce qu'on est mère de famille, on a des enfants qui vont grandir. C'est un sentiment de peur, de crainte pour nos enfants, même pour nous, parce que je pense que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Bon, je ne lance pas un appel, simplement je crois qu'il faut être aujourd'hui très vigilant dans les familles sur les allées et venues des uns et des autres à une heure tardive de la nuit dans un quartier comme celui-là. Car la police a bien lancé un appel pour retrouver d'éventuels témoins du crime. Mais la nuit, ces jardins sont déserts, sans aucun éclairage. Et pour l'instant, les enquêteurs n'ont toujours aucune piste. Délinquance sexuelle encore dans la Somme avec des questions toujours en suspens après la mise en examen du meurtrier présumé de la jeune Patricia Leclerc. Le prélèvement ADN avait eu lieu cet été, mais il a fallu 4 mois pour confondre le présumé meurtrier. Donc, entre-temps, une autre jeune femme a été assassinée. Alors attention, rien pour l'instant ne relie officiellement ces deux meurtres, mais on s'interroge, 4 mois, pourquoi? Yasmina Farber, Caroline Gauthier. Avant son interpellation lundi dernier, Jean-Paul Lecomte avait déjà eu affaire aux gendarmes. Première audition en juillet, deuxième convocation en août pour un test ADN. À l'époque, l'homme condamné pour viol est un témoin sans intérêt particulier pour les enquêteurs. Son prélèvement ne fait pas partie des 30 premiers échantillons transmis pendant l'été. Le laboratoire ne le recevra que 2 mois plus tard. Simplement, je vous rappelle, parce qu'on peut réécrire l'histoire, maintenant c'est facile, mais qu'à l'époque où ces prélèvements ont été faits, il n'y a pas que ce monsieur qui a été prélevé. Il y en a un tas d'autres qui pouvaient être aussi intéressants par leur passé judiciaire notamment, et qui ont été prélevés en même temps, et qui, à cette époque-là, étaient aussi intéressants que lui. Le laboratoire mettra 1 mois pour analyser le lot de 80 échantillons. Une procédure normale puisqu'il n'y avait pas d'instruction des enquêteurs concernant Jean-Paul Lecomte. C'était un témoin. Chaque fois qu'on nous signale que l'analyse est urgente, on la fait dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais étant encore une fois la garde à vue, c'est-à-dire réponse sous 48 heures. Maintenant que Jean-Paul Lecomte est mis en examen, la famille de Christelle Dubuisson, assassinée au mois d'août, attend la comparaison rapide de son ADN avec un ADN masculin prélevé sur la scène de crime. On a voulu du côté des pouvoirs publics donner des moyens supplémentaires aux enquêteurs. Il faut aussi que du côté des pouvoirs publics, on mette en quelque sorte la pression sur les laboratoires. Ces dossiers-là sont les dossiers essentiels aujourd'hui dans ce pays au niveau de la justice. À condition que ces laboratoires disposent des prélèvements à temps. Depuis 1 an, le fichier des criminels sexuels se met laborieusement en place. Il aurait certainement permis de confondre Jean-Paul Lecomte plus tôt. Politique et diplomatie avec une visite très attendue ce soir à Paris, celle du chef du parti d'inspiration islamiste qui vient d'accéder au pouvoir en Turquie, Recep Erdogan. Il a rencontré, vous le voyez, Jacques Chirac tout à l'heure et nous allons le retrouver dans un instant. Vous vous souvenez sans doute de l'inquiétude qu'avait provoqué cette alternance à Ankara il y a 1 mois. Certains craignent une islamisation de la société turque. Il nous répondra. Premier bilan d'abord, 1 mois après, Anne Poncinet. Cette photo est prise le jour où le président turc Ahmet Sezer s'envole pour le sommet de l'OTAN. À ses côtés, venu le saluer à l'aéroport, le nouveau président du Parlement, islamiste modéré, et sa femme voilée. Sur le moment, Ahmet
Sezer, pourtant laïc convaincu, n'a pas manifesté de gêne. Mais 5 jours plus tard, il a déclaré qu'il n'apporterait rien à personne de remettre à l'ordre du jour la question du voile. Recep Erdogan, président du parti musulman qui a remporté les élections le 7 novembre dernier, avait déclaré pendant la campagne que le voile n'était pas une priorité, mais qu'il souhaitait trouver une solution au problème des jeunes étudiantes interdites d'accès aux universités parce qu'elles portent le voile. Car en Turquie, laïcité oblige, le voile est interdit dans les administrations. À part ce petit différend vestimentaire, Recep Erdogan a multiplié les gages de bonne conduite. Il est allé en Grèce, il a déclaré que le problème de Chypre était négociable et Abdullah Gül, le Premier ministre, s'est engagé à modifier la Constitution pour la rendre conforme aux normes européennes, notamment en matière de droits de l'homme. L'arrêt de la torture constituant même une de ses priorités. L'AKP, le parti musulman, se bat sur tous les points qui font obstacle à l'adhésion turque à l'Union européenne. Bonsoir Monsieur Erdogan et merci d'être avec nous. Alors vous défendez d'appartenir à un parti islamiste, mais en France il y a eu une réelle inquiétude au moment de votre arrivée au pouvoir et certains vous soupçonnent de tenir un double discours. Alors est-ce que vous pouvez nous dire clairement, non, la charia ne sera pas appliquée en Turquie, il ne s'agit pas d'un régime islamiste? Tout d'abord, c'est un parti qui s'est créé il y a 15 ans de cela et c'est un parti un peu différent des autres. Et ces questions sont un peu à la rigueur déplacées car nous ne sommes pas un parti islamiste. L'expression parti islamiste est fausse. C'est une expression qui ne correspond pas à la réalité et l'islam ne va pas avec parti, ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble et si le mot islam vient devant le mot parti, ce n'est qu'une exploitation et nous avons toujours été à l'écart de cela et nous continuerons à rester à l'écart d'un tel amalgame. Nous ne sommes pas un parti islamiste, contrairement à cela, nous représentons dans le cadre de la Constitution de la République turque, nous sommes démocratiques, laïques, dans le cadre d'un état de droit, nous sommes certainement conservateurs, mais nous sommes avant tout démocrates. Monsieur Erdogan, l'autre grande question, c'est votre éventuelle entrée dans l'Europe. Des oppositions ont été formulées clairement à cette entrée de la Turquie dans l'Union, notamment celle de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, aujourd'hui président de la Convention. Il dit « Géographiquement, la Turquie n'est pas en Europe ». Que répondez-vous à cela ? Monsieur Giscard d'Estaing, effectivement, c'est une déclaration quelque peu déplacée, car il est à la tête de la Convention pour l'Europe et il voit que les Turcs font partie de la Convention européenne. Les Turcs font partie de l'OCDE, les Turcs font partie du Conseil de l'Europe et nous sommes au sein de ces institutions, nous sommes au sein de l'OTAN également et malgré tout cela, il ne voit pas la Turquie au sein de l'Europe. C'est un manque de chance quelque part. C'est une expression malencontreuse. Et l'attitude des pays européens, suite à cette déclaration, a renié en quelque sorte des déclarations de M. Giscard d'Estaing. Mais vous dites, géographiquement, la Turquie fait partie du continent européen. Évidemment, nous sommes en Europe. Évidemment, nous sommes en Europe. Il y a une partie de la Turquie qui géographiquement est en Europe. Il y a également une partie qui est en Asie. Des deux côtés, cela est vrai. Et il y a une partie qui se trouve en Europe. Mais du point de vue de sa mentalité, la Turquie est européenne. Il faudrait dorénavant l'accepter. Et aujourd'hui, de surcroît, nous avons 3,5 millions d'immigrés turcs qui vivent en Europe et qui sont d'une manière ou de l'autre intégrés à l'Europe aujourd'hui. Et ils font partie de l'Union européenne et il y a une sorte d'infrastructure turque qui se trouve en Europe. Merci beaucoup, Monsieur Erdogan, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes et bonne chance pour... Je vous remercie également. Merci, merci. Et bonne fin de visite en France. Merci. Monsieur Erdogan qui était notre invité. Il y a une demi-heure, tout juste, la visite de Dominique de Villepin en Côte d'Ivoire, la première du chef de la diplomatie française depuis le soulèvement militaire du 19 septembre.
La Côte d'Ivoire où les négociations patinent. Dominique de Villepin s'est entretenu avec le président Gbagbo. Il a rencontré également des représentants des rebelles et se dit plutôt optimiste quant à un éventuel règlement. Et puis il a annoncé par ailleurs qu'Alassane Ouattara, l'un des opposants au régime, avait quitté les locaux de l'ambassade de France. C'était une pomme de discorde entre Paris et Abidjan. Politique française maintenant avec un débat lancé par Laurent Fabius. Faut-il rendre le vote obligatoire face à la montée régulière de l'abstention? L'ancien Premier ministre estime qu'il pourrait s'agir d'une solution retenue chez certains de nos voisins. Arnaud Boutet à la location. Pour lutter contre l'abstention, 3 pays d'Europe font du vote un droit, un devoir civique, mais surtout une obligation devant la loi. Les Belges doivent se rendre aux urnes, c'est inscrit dans la Constitution. Gare aux absents, car les amendes vont de 50 à 125 €. L'abstention ne dépasse guère les 10%. Au Luxembourg, les pénalités sont les plus lourdes. Elles peuvent dépasser les 1 000 € en cas de récidive. Résultat, abstention 0. Jusqu'en 2000, la Grèce retirait aux abstentionnistes leur permis de conduire. Aujourd'hui, le vote reste une obligation, mais il n'y a plus d'amende et le taux d'abstention ne varie pas, 20%. En France, Laurent Fabius rêve de suivre le même chemin, quitte à reconnaître l'impossibilité des politiques à convaincre. C'est peut-être un aveu d'échec, oui, mais le problème, je crois, quand on est un politique actif, c'est de dire comment est-ce qu'on peut lutter contre l'échec. Bon, il faut d'abord reconnaître la réalité. Alors, je pense que c'est certainement pas une panacée, mais c'est un élément qui peut être utile à la reconquête du civisme. Je suis personnellement plutôt favorable à rendre le vote obligatoire. Mais rendre le vote obligatoire, ça veut dire qu'on reconnaît le vote blanc. Mais aujourd'hui, une majorité de députés s'oppose à l'obligation, jugée prématurée. Faisons tous nos efforts pour ramener les Français effectivement à leurs devoirs citoyens. Il y a peut-être d'autres méthodes. Le débat a le mérite d'être lancé. 7 mois après le premier tour de la présidentielle, l'abstention record reste dans toutes les mémoires. Au lendemain des manifestations des salariés des services publics, François Fillon a installé aujourd'hui le conseil de surveillance des retraites. Il s'agit de constituer des réserves financières. Elles ne suffiront pas, indique le ministre des Affaires sociales. Sous-entendu, une réforme est indispensable. Calendrier prévu, vous le savez, le premier semestre 2003. A noter que le président de l'UDF, François Bayrou, souhaite lui un référendum sur cette réforme. Enfin, un mot de la grève à France 3. Elle entre dans sa 3e semaine. Grève, je vous le rappelle, pour les salaires et la production en interne. Jusqu'où doivent aller les dispositions anti-mendicité? La loi n'est pas encore en vigueur, mais certaines municipalités avaient pris les devants. Bordeaux, par exemple, avec un arrêté municipal anti-bivouac. On a appris qu'une étudiante avait été condamnée à 60 € d'amende pour avoir discuté dans la rue avec une amie qui elle-même donnait une cigarette à des sans-abri. David Bazier, Bernard Bonarme sur place. Bien sous tout rapport, Marianne Schmitt, étudiante en sociologie, domiciliée à Bordeaux, pas de chien méchant, et pourtant. Je rencontre ma copine que je n'ai pas vue depuis 3 mois, qui donne une cigarette à un jeune, donc je m'accroupis pour lui dire bonjour, et là il y a 2 policiers qui arrivent, contrôle d'identité générale, donc je tombe un peu dénue, mais bon bref, l'histoire s'arrête là. Quelques semaines plus tard, elle reçoit 60 € d'amende. Motif, violation de l'arrêté municipal qui interdit toute occupation abusive des rues. Une mesure prise par Alain Juppé pour limiter la présence des sans-abri à Bordeaux. Stéphane Lhomme, lui, est l'animateur d'un collectif qui manifeste chaque samedi pour demander le retrait de l'arrêté anti-bivouac. Des gens aussi sages que la petite étudiante ont été arrêtés, et c'est aussi le cas pour des SDF qui sont très tranquillement assis devant une porte cochère et qui n'embêtent absolument personne et qui se font arrêter. La mairie de Bordeaux ne répond pas aux interviews, mais affirme que ce n'est pas elle qui est en cause, mais les policiers. Des policiers dont beaucoup critiquent l'aspect essentiellement répressif de l'arrêté. Un coup, on nous reproche de ne pas être assez sur le voie publique pour appliquer cet arrêté. Et quand on applique cet arrêté, on nous reproche de mal l'appliquer. Donc moi, je pense qu'il y a plutôt incohérence du niveau de la mairie. Pour moi, c'est grave. C'est plus que grave. C'est plus de la démocratie. Marianne a donc décidé de porter plainte en son nom et en celui de tous ceux qui stationnent à Bordeaux. La mort d'un ouvrier de 22 ans dans un silo à grains à Chavannes-sur-l'Étang dans le Haut-Rhin. L'accident s'est déroulé pendant la vidange de la cuve. Le jeune homme est mort étouffé sous le maïs alors qu'il tentait d'aider 2 de ses collègues happés vers le fond du silo. Eux sont sains et saufs malgré le choc. La marée noire en Espagne et peut-être en France. C'est maintenant une certitude en tout cas. Les cuves du pétrolier Prestige à plus de 3000 mètres sous l'eau ne sont pas étanches. Le fioul continue à se répandre. Certaines nappes se rapprocheraient de la côte aquitaine. Paul de Genève.
La France connaîtra-t-elle le même sort que la Galice? Lentement mais sûrement, les nappes de fioul dérivent. Observées le 23 novembre dernier, ces deux nappes de 50 km de long sur 20 de large sont depuis remontées plus au nord-est, s'approchant dangereusement du cap Finistère. Dimanche, nous survolions avec des appareils des douanes françaises et de la marine nationale ce carré qui constitue l'entrée du golfe de Gascogne et nous avions repéré effectivement des traces d'irisation et de petites pollutions mais relativement denses. Tout dépend maintenant de la météo. Et même si à Météo France on estime que notre littoral dispose d'au moins une semaine de répit, trop de paramètres entrent en jeu pour donner des observations véritablement précises. Il y a plusieurs effets à prendre en compte qui sont le vent, la marée et des courants. Alors pas nécessairement le Gulf Stream, il y a des courants côtiers éventuellement. Et c'est la combinaison de ces trois effets et de leurs poids respectifs qui va permettre de prédire, de prévoir plutôt l'arrivée éventuelle des nappes sur les côtes. Le dispositif d'observation est bien en place. Suffira-t-il en revanche à contrer cette marée noire, poussée par une météo bien capricieuse? Environnement toujours avec un spectacle extraordinaire dans le sud de l'Italie. La très forte activité volcanique pourrait faire renaître une île disparue depuis plus d'un siècle et demi. Les irruptions sous-marines se multiplient. Nicolas Châteauneuf. Ça bouillonne, ça grogne et la mer en perdrait même ses couleurs. Au large de la Sicile, d'incroyables forces semblent se déchaîner. Pour les sismologues italiens, aucun doute, nous assistons bien à la naissance d'une île. En fait, ce serait plutôt une renaissance, car au même endroit, il y a 171 ans, une autre île était apparue. Son emplacement stratégique avait alors excité les appétits des grandes puissances européennes. Ça a formé une île d'1 kilomètre de diamètre à peu près, une hauteur de soixantaine de mètres. Les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Français, tous se sont précipités pour aller mettre le drapeau national pour essayer d'acquérir l'île. Et puis tout a été réglé 6 mois après, l'érosion de la mer a nettoyé complètement l'île. Cette île fantôme se situe dans une zone de forte activité volcanique. À cet endroit, la croûte terrestre est divisée en deux plaques qui s'affrontent. Le magma remonte et forme un volcan sous-marin qui finit par atteindre la surface. Alors Nerita, Julia ou Ferdinandea, en 1831, l'île avait hérité de 7 noms différents. Cette fois-ci, les Italiens ont pris les devants. Ils ont déjà planté leur drapeau à 8 mètres de profondeur. Image d'un mécano maintenant à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. 2 astronautes américains de la navette Endeavour ont fixé une nouvelle poutre de 12 tonnes sur la Station spatiale internationale. Prochaine sortie prévue demain et après-demain. Les astronautes qui doivent prendre garde à un péril de plus en plus grand. Les débris spatiaux, satellites désactivés, outils perdus par les cosmonautes. Il y a urgence. Et la question est au centre d'un colloque qui a commencé aujourd'hui à Toulouse. Romuald Bonan. Depuis 1957, l'année du lancement par les soviétiques de Spoutnik, ce modeste satellite de 85 kg, l'espace est devenu un véritable cimetière pour débris spatiaux en tout genre et de toute taille. En tout, il serait 35 millions à tourner autour de la Terre. Des boulons, du petit matériel oublié par les astronautes, mais aussi des morceaux de fusées, de panneaux solaires ou encore de vieux satellites en fin de vie. Des débris dangereux. D'une part, ils peuvent retomber sur Terre, comme cet élément radioactif du satellite Cosmos retrouvé au Canada en 1978. Dans l'espace, de minuscules écailles de peinture lancées à 36 000 km/h occasionnent des millions d'euros de dégâts sur les satellites et les vaisseaux habités. Cette tuile de protection thermique de la navette, voilà le type d'impact qu'on peut observer après le vol. Et donc l'examen attentif de toute la navette, de toute la surface de la navette, permet d'identifier, par exemple, il y a en moyenne 2 hublots de fenêtres impactés par vol. Parmi tous ces débris, 9000 les plus menaçants en raison de leur taille, plus de 10 cm, sont surveillés quotidiennement par des radars. À ce catalogue s'ajouteraient 1500 gros débris tenus secrets par les Américains. Une liste noire que les Européens réclament pour la sécurité de leurs satellites. On dépend quand même pas mal du bon vouloir des Américains, c'est-à-dire c'est un catalogue qui est brouillé, entre guillemets. Les satellites militaires américains ne sont naturellement pas dans le catalogue. En attendant de mettre en place son propre système de surveillance, l'Europe espère imposer dès 2003 une règle internationale pour limiter la prolifération des débris spatiaux. Musique, il revient. Michel Jonas sort son 4e album. Où sont les rêves? À 55 ans, le chanteur de blues, pour reprendre le titre d'un de ses tubes, a décidé de faire simple et d'évoquer son enfance. Jean-Jacques Dufour, Mathieu Drejoux. Entrez, ça me fait plaisir.
Intitulé Où vont les rêves, le dernier disque de l'artiste a été fabriqué à l'ancienne, façon vieux style. J'ai enregistré sur les grosses bandes comme ça, comme on fait plus maintenant. Maintenant, on enregistre sur les toutes petites bandes numériques, etc. Non, moi c'était les grosses bandes analogiques comme avant, quoi, comme bon vieux temps, quoi, comme ça. Dans les rêves, tous ces désirs inassouvis qui s'amoncellent. Histoire d'enfoncer le clou et de revenir aux sources, Jonas a délaissé l'ordinateur pour s'entourer d'un trio de musiciens qui assurent sans fioriture du bonheur à l'état pur. Mon cahier des charges était un petit peu sévère, mais c'est ce que je voulais, c'est-à-dire interdiction d'avoir des re-re, pas le droit de réenregistrer, etc. On fait vraiment comme si on était sur scène, tout le monde ensemble et en direct. Album que l'on savoure, Où vont les rêves évoque le passé sans regret, mais avec un brin de nostalgie et une pincée de mélancolie. Mais c'est une réalité, ça existe, j'ai ça chez moi. Et je dirais pareil, quoi, comme l'enfance, comme le passé ou comme ma propre histoire de vie, je m'en sers. C'est utile, c'est très utile. Cette mélancolie créative ne l'empêche pas d'être optimiste. Michel a encore des étoiles dans les yeux. C'est jamais trop tard. On peut toujours réaliser ses rêves qui attendent. Voilà. Ça, c'est une belle conclusion, ça. Bah oui. J'ajouterais pour les sceptiques qu'une telle affirmation, vraie ou fausse, c'est quand même un peu de baume au cœur, comme la musique de Jonas. Bon bah, au revoir. Ça me fait plaisir de... Et c'était bien votre 14e album, Monsieur Jonas. Tennis pour terminer, à 2 jours maintenant de la finale de la Coupe Davis, France-Russie, avec celui qui est devenu l'âme de l'équipe de France. Il ne fait pas beaucoup de bruit, on n'entend pas beaucoup, il n'est que 35e joueur mondial, mais c'est l'un des piliers du dispositif Forget, Fabrice Santoro. Nathanaël de Rinxin, Alain Poirier. À 30 ans, Fabrice Santoro est un homme pressé. Peu importe la manière, pourvu que la balle passe le filet. Il veut tout gagner, à commencer par cette Coupe Davis. On va jouer cette rencontre pour un doublé, ce qui n'est pas arrivé à la France depuis 1932, je crois. Donc si on arrivait à gagner cette rencontre, ça serait historique. L'histoire de Fabrice Santoro est intimement liée à celle de la Coupe Davis. Il n'a pas encore 18 ans lorsque le capitaine Noah, en 1991, lui fait confiance et Santoro qualifie son pays pour les demi-finales. 10 ans plus tard, Santoro est un joueur admiré, mais il n'a gagné que 4 tournois majeurs. L'ancien futur espoir du tennis français s'est en revanche spécialisé en double avec succès. L'an passé à Melbourne en finale de la Coupe Davis, associé à Pioline, Santoro offre un point capital à la France. Il m'a dit que c'était probablement la plus belle victoire de sa carrière, qu'il avait été très très ému. Aujourd'hui, Fabrice Santoro a trouvé son équilibre. Il a aussi imposé son style de jeu. Certains disent de lui qu'il tient sa raquette comme on tient une fourchette, mais Marat Safin se méfie terriblement de ce petit Français. En 8 rencontres, Santoro a battu le Russe à 7 reprises. Il arrive d'abord à complètement à le déstabiliser, à le faire mal jouer, et après, un peu comme un matador, il plante des banderilles, et puis petit à petit, il fait tomber ce géant russe, quoi. Si samedi Santoro est assuré de jouer le double, sa présence en simple n'est pas à exclure, surtout si Safin est de l'autre côté du court. À suivre, redisons-le, sur France 2. Fin de cette édition, merci d'avoir suivi. À suivre la météo, Isabelle Martinet, le retour des parapluies. L'info sur France 2, 1h, dernier journal Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Léon Bertrand, secrétaire d'État au tourisme. On se quitte sur ces images de la rencontre de George Bush avec une dinde. Elle s'appelle Cathy et elle doit tout au président américain puisqu'il l'a graciée, comme le veut la coutume, à l'approche des fêtes de Thanksgiving, les fêtes des pères fondateurs des États-Unis. Il est de tradition que le numéro 1 américain sauve un volatile. La dinde est le plat de prédilection pour cette fête. À demain et bonsoir à Cathy.